Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce mardi 7 octobre. Le Premier ministre effectue aujourd'hui une visite de travail à Msila. Au programme, l'inauguration d'une unité de production de ronds à béton relevant du complexe sidérurgique Imetal récemment remis en activité et la visite de la nouvelle unité industrielle spécialisée dans les industries mécaniques de Magra. À Djelfa, un centre de développement de l'entrepreneuriat ouvre ses portes aux jeunes diplômés des instituts de la formation professionnelle, un espace dédié à l'innovation et à la concrétisation de leurs projets. Ce 7 octobre marque la deuxième année de la guerre génocidaire menée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza, une date qui intervient alors que se poursuivent en Égypte les pourparlers indirects entre le Hamas et l'entité sioniste. En France, la crise politique s'aggrave et le président Emmanuel Macron, qui a chargé le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de poursuivre d'ultimes négociations pour tenter de composer une coalition en moins de 48 heures, se trouve plus que jamais isolé. Ses plus proches le lâchent et demandent sa démission. Bienvenue à tous. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Riyeb est à Msila pour une visite de travail et d'inspection. Le Premier ministre a procédé à l'inauguration d'une unité de production de ronds à béton relevant de l'entreprise publique Fondal, filiale du groupe des industries métalliques et sidérurgiques Imetal. Cette usine constitue un véritable acquis pour le secteur industriel, avec la création de plus de 450 emplois directs dans une première phase et une capacité de production annuelle estimée à 650 000 tonnes de ronds à béton. Le Premier ministre visitera également la nouvelle unité industrielle de Magra, spécialisée dans les industries mécaniques, un projet qui témoigne de la dynamique du secteur industriel dans la région et de sa contribution effective à la relance économique nationale. Dans le cadre de sa participation au NAPEC 2025 organisé à Oran, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Al-Qab, a eu une série de rencontres bilatérales avec les dirigeants et représentants des grandes entreprises internationales du secteur de l'énergie. Il a rencontré une délégation de la société ExxonMobil et ont examiné les possibilités de partenariat et d'investissement, ainsi que l'avancée des consultations en cours avec le groupe Sonatrach dans les domaines de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. Mohamed Al-Qab a également rencontré des responsables de la société Chevron afin d'étudier les moyens de renforcer la coopération dans l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, y compris les activités en mer. Le ministre d'État a également rencontré le président directeur général d'Occidental Petroleum pour passer en revue les relations entre le groupe américain et Sonatrach, mais aussi examiner les perspectives de coopération bilatérale. Mohamed Al-Qab a par la suite reçu une délégation de la société Petrogaz d'Oman pour discuter de l'état et des perspectives de la coopération entre les deux parties dans les domaines de la prospection, de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. Et cette 13e édition du NAPEC se veut une véritable plateforme d'échange et de partenariat entre les acteurs majeurs de l'énergie à l'échelle africaine et méditerranéenne, avec la participation de plus de 500 exposants représentant une soixantaine de pays. Le NAPEC confirme son rôle de carrefour stratégique pour la coopération, l'innovation et le développement d'un modèle énergétique durable. Myriam Damis pour les détails. Le NAPEC 2025 a réuni à Oran de nombreux acteurs du secteur de l'énergie. Ministres, experts et responsables économiques ont mis en avant la volonté de l'Algérie d'accélérer sa transition énergétique et de consolider sa position sur les marchés régionaux et internationaux. Les orientations adoptées par le gouvernement, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'inscrivent dans une vision claire, visant à développer et moderniser le secteur des hydrocarbures. Durant la période 2025-2029, l'Algérie prévoit la mise en œuvre de projets stratégiques, dont 80% sont destinés à l'activité amont, tandis que le reste concerne des projets de raffinage et de pétrochimie. Le lancement de projets totalisant une capacité de 3200 MW permettra, en plus d'assurer une meilleure disponibilité du gaz, de stimuler le développement industriel tout le long de la chaîne de valeur, de lancer la production d'hydrogène vert,
d'exporter l'électricité issue de sources renouvelables et de réduire l'empreinte carbone. À mon avis, si de nouvelles compagnies pétrolières internationales s'installent en Algérie et que celles déjà présentes y renforcent leur présence, cela s'explique par 4 facteurs. La stabilité, la sécurité, le cadre réglementaire et la volonté de diversification. Dans les allées du salon, exposants algériens et étrangers profitent de l'occasion pour présenter leurs technologies et exprimer leurs ambitions. Tous soulignent l'importance de renforcer la coopération et d'accélérer le passage vers des solutions énergétiques plus durables. Nous sommes fabricants des émulseurs pour la lutte contre l'incendie. On est venu à APEC pour rencontrer, on espère, du monde, des distributeurs, surtout des décideurs de Sonatrach. Dernièrement, nous avons entamé une nouvelle activité qui est le développement des logiciels. L'entreprise a plus de 50 ans d'existence. Aujourd'hui, l'entreprise a travaillé déjà à l'étranger. Nous avons effectué des études d'exploration au niveau du Niger, Mali, Libye et Tunisie. Et sommes en recherche continue de projets à l'étranger. Actuellement, on participe en APEC. C'est pour découvrir les nouveaux besoins, les nouvelles exigences du marché et rencontrer de nouveaux partenaires dans le secteur. Un salon qui se veut non seulement une vitrine technologique, mais aussi un espace de dialogue et de partenariat pour bâtir un avenir énergétique durable. Et les travaux du NAPEC se poursuivent pour cette deuxième journée. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial à Oran, Myriam Damis. Myriam, bonjour. Quels sont les principaux axes abordés aujourd'hui ? Bonjour Yasmine, donc au deuxième jour du NAPEC 2025, les travaux se poursuivent ici au centre des conventions d'Oran. L'accent a été mis sur la coopération internationale dans le domaine énergétique, illustré par le retour de grandes entreprises internationales en Algérie. Un intérêt qui s'explique aussi par la stabilité politique de l'Algérie, largement saluée par les investisseurs étrangers qui y voient un environnement favorable au développement de nouveaux projets. D'ailleurs, plusieurs accords devraient être signés prochainement. Merci à vous, Myriam Damis, pour tous ces détails. Coopération algéro-slovène avec la tenue hier à Alger d'un forum d'affaires ayant réuni opérateurs économiques et investisseurs des deux pays. Une rencontre consacrée à la recherche de nouvelles opportunités de partenariat dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l'agriculture, l'intelligence artificielle ou encore la recherche scientifique. L'objectif est de renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts communs. Naïm Al-Wali. Rencontre entre hommes d'affaires algériens et slovènes pour développer davantage les relations économiques entre les deux pays. C'est ainsi que de longs échanges entre investisseurs ont eu lieu afin d'identifier de nombreux partenariats dans différents domaines, notamment celui de l'agriculture et de l'IA. À la suite de la visite que nous avons eue avec Monsieur le Président de la République en Slovénie, nous avons entamé des pourparlers avec nos homologues slovènes qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui nous ont démontré leur potentiel. Nous avons entamé chacun dans son domaine des négociations en vue d'une coopération à moyen et long terme. La rencontre d'aujourd'hui, elle s'inscrit justement dans le prolongement de cette visite d'État. Et je suis convaincu que lors des B2B aujourd'hui, entre chefs d'entreprise algériennes et slovènes, des projets d'intérêt commun, des projets fructueux seront identifiés et j'espère réalisés. Un échange de savoir-faire entre Algériens et Slovènes. Je suis très contente parce que je travaille longtemps en Algérie. Depuis 1985, je vois maintenant que les choses relancent. Avec Slovénie, il y a beaucoup d'intérêt auprès de sociétés slovènes et on est en train de chercher le partenaire entre les entreprises.
De leur côté, les responsables des agences de promotion et d'investissement des deux pays étaient bien sûr présents pour accompagner les acteurs économiques dans la réalisation de leurs entreprises respectives. On s'est engagé de signer un mémorandum d'entente, de coopération entre les deux agences pour partager les informations sur les deux marchés, pour partager les opportunités d'investissement ici et aussi pour le marché slovène pour les entreprises algériennes qui souhaiteraient pénétrer le marché slovène. Nous sommes très heureux d'être ici en Algérie. C'est d'ailleurs une occasion de voir les opportunités qui peuvent s'offrir à nous en vue d'une future coopération bilatérale dans différents domaines de l'industrie. Ce rendez-vous, qui marque une volonté mutuelle d'une coopération commerciale permanente et active, n'est qu'un prélude en attendant de poursuivre les dialogues en vue de la concrétisation des différents projets. Direction à présent Djelfa, où un centre de développement de l'entrepreneuriat ouvre ses portes aux jeunes diplômés des instituts de la formation professionnelle. Un espace dédié à l'innovation qui leur permet d'acquérir de nouvelles compétences et de transformer leurs idées en projets d'entreprise productive. Anis Chir. Dans le but de soutenir l'esprit d'initiative et la création de micro-entreprises, le Centre de développement de l'entrepreneuriat à Djelfa accueille de nombreux jeunes fraîchement diplômés des centres de formation professionnelle. J'ai un diplôme en production végétale. Grâce à la formation professionnelle, je vais pouvoir concrétiser mon projet. Ce centre nous fournit les moyens et les formateurs pour nous aider à évoluer dans ce domaine. Ce centre de formation traduit un véritable intérêt pour les jeunes, qui ont de l'ambition et des idées innovantes. On a trouvé dans ce centre les moyens nécessaires pour concrétiser nos projets et créer des opportunités d'emploi. En tant que jeune Algérien, je suis ambitieux et je veux réaliser des objectifs dans l'entrepreneuriat. Je me suis inscrit dans cette formation afin de créer et développer ma propre micro-entreprise. Ce centre constitue un espace ouvert à la créativité et à la concrétisation des projets. Il offre un cadre et un accompagnement complet, à la fois technique et administratif, afin de transformer les idées en projets capables de créer de la richesse et de l'emploi. Nous avons décidé d'étendre le programme de formation des diplômés universitaires aux diplômés des instituts de formation professionnelle. Nous donnons l'opportunité aux jeunes de créer leurs projets. L'objectif de ce centre est de former les diplômés des centres de formation professionnelle pour une durée de 21 jours, consacrée à la maturation et au développement des idées. L'étape suivante consiste à les accompagner vers le financement. C'est ainsi que se concrétise la vision des pouvoirs publics pour un soutien durable et concret aux jeunes créateurs afin qu'ils deviennent un levier économique. Agriculture à présent à Tiaret, la campagne de récolte de tournesol a été lancée. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de cette opération. La culture des oléagineux s'impose comme une filière stratégique pour diversifier les productions, valoriser les ressources locales et réduire la dépendance aux importations d'huile végétale. Meïchebout. Après la mobilisation des moyens nécessaires, la wilaya de Tiaret a lancé l'opération de récolte du tournesol. Une culture qui cette saison a été élargie pour toucher un plus grand nombre d'agriculteurs et une superficie plus vaste. C'est la première fois que nous cultivons du tournesol. Et grâce à Dieu, nous avons obtenu un bon résultat cette année. Nous avons cultivé environ près de 16 hectares. Ils nous ont fourni 2 machines pour la récolte. Et comme vous le voyez, l'opération est en cours. Aujourd'hui, nous procédons à la moisson et nous espérons que la récolte sera bonne. Ce projet contribue à renforcer l'économie nationale. L'accompagnement des agriculteurs sur le terrain vise à développer les cultures stratégiques et à encourager une production locale durable. La coopérative a mis à disposition tous les moyens nécessaires. Moissonneuse, batteuse, sacs de grande taille, main-d'œuvre, entrepôt, séchage et broyage. Elle contribue ainsi à la réussite de cette opération.
C'est une culture relativement nouvelle pour la wilaya de Tiaret qui connaît sa deuxième année de récolte du tournesol. Nous sommes passés de 60 hectares à plus de 140 cette année dans la wilaya. Notre rôle est d'accompagner les agriculteurs afin de lever tout obstacle. La réussite de la culture de tournesol permettra d'assurer la disponibilité de la matière première nécessaire à la production des huiles végétales et des aliments de bétail, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Dans l'actualité internationale, poursuite des négociations indirectes entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste à Sharm el-Sheikh en Égypte. La première session tenue hier a duré 4 heures. Les pourparlers doivent reprendre aujourd'hui à la mi-journée. Pour l'heure, rien n'a encore filtré sur la teneur de ces pourparlers. Et ce 7 octobre marque la deuxième année de la guerre génocidaire menée par l'armée d'occupation sioniste contre la bande de Gaza, laissant derrière elle la plus grande catastrophe humanitaire dans le monde. 2 années se sont écoulées et la machine de guerre sioniste continue de tout anéantir dans l'enclave, faisant plus de 67 000 martyrs et plus de 169 000 blessés, tandis que plus de 9 500 Palestiniens restent portés disparus. Voilà 2 ans, jour pour jour, que Gaza vit dans un cauchemar sans fin. Un bombardement sans relâche, de jour comme de nuit. Mais en réalité, les Palestiniens en général et Gaza en particulier vivent l'enfer depuis plusieurs décennies. Les Gazaouis sont sous blocus depuis 2007, une prison à ciel ouvert, au su et au vu du monde entier, tout comme ce qui se passe actuellement. Encerclés, affamés, les Gazaouis sont épuisés. Plus de 67 000 martyrs, 169 000 blessés, 9 500 disparus, des chiffres effrayants, derrière lesquels se cachent des visages, des familles, des rêves brisés, et au milieu des décombres, les Palestiniens résistent. 200 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur un territoire de seulement 307 km². Près de 90% de la bande de Gaza est détruite. Des quartiers entiers effacés de la carte, des hôpitaux transformés en cibles. Près de 1700 médecins et infirmiers sont tombés en martyrs. 38 hôpitaux et 96 centres de soins ne sont plus que des ruines. Les survivants opèrent dans les décombres, sans électricité, sans eau, sans médicaments. Les Palestiniens ne meurent pas seulement des bombes, mais aussi du manque de tout, à tel point que des familles entières sont rayées du registre de l'état civil. L'occupant sioniste ne s'attaque pas seulement aux civils, mais aussi aux témoins. 254 journalistes sont tombés en martyrs à Gaza, les caméras réduites au silence, les rédactions visées. Chaque image, chaque cri diffusé dans le monde raconte l'histoire d'un peuple qui refuse d'être effacé. 2 ans après le génocide, une grande partie du monde a ouvert les yeux. 159 pays reconnaissent officiellement l'État de Palestine. À l'ONU, le drapeau palestinien flotte aujourd'hui plus que jamais, symbole d'une légitimité que même les bombes ne peuvent nier. Mais malgré ces signaux, malgré la solidarité internationale, les massacres continuent. L'entité sioniste, protégée par le silence de certaines grandes puissances, poursuit son génocide, défiant le droit, la morale et l'humanité. Une réalité des plus tragiques vécue quotidiennement par les Palestiniens, meurtres, famine, soif, déplacements forcés. Ils sont environ 900 000 Gazaouis à s'être déplacés dans le sud de l'enclave, cherchant refuge dans des camps surpeuplés et essayer malgré tout de survivre dans des conditions humanitaires d'une précarité extrême. Correspondance de Salam Al-Awadi, commentaire de Anis Chir. 900 000 Palestiniens ont été contraints à l'exode, quittant Gazaville sous le feu et les bombardements de l'armée d'occupation sioniste. C'est dans des conditions de précarité extrême que des milliers de familles palestiniennes ont été poussées au déplacement forcé. Ces centaines de réfugiés fuyant Gazaville ont été contraints d'établir un camp de fortune près d'une décharge dans la localité d'Az-Zawaïda, au centre de l'enclave, vivant dans des conditions de précarité extrême, n'ayant guère le choix car ne pouvant pas s'offrir le luxe de partir plus loin par manque de moyens. À cause des frappes aériennes, on ne trouve pas l'endroit où s'abriter. On est obligé de s'installer près des ordures. On n'a ni eau, ni nourriture, ni vêtements. Au milieu des odeurs nauséabondes de la décharge, les centaines de familles palestiniennes sont soumises à des conditions de vie d'une extrême précarité et dans des conditions d'hygiène dramatiques. C'est à ce dénuement qu'ont été contraints les déplacés, menacés de toutes parts dans leur exode.
Nous dormons dans des abris de fortune sans aucune protection, entourés de rongeurs, de chiens et de chats errants. Mais on essaie de tenir le coup pour nos enfants. S'il n'y avait pas nos enfants, il aurait été préférable de mourir à Gaza. Le campement de fortune ne protège ni du froid, ni de la chaleur et encore moins des maladies. C'est dans ces conditions d'insalubrité que les maladies se propagent, menaçant encore plus la vie des personnes les plus fragilisées, notamment les enfants et les personnes âgées. Je suis venue ici en passant par la plage et je suis obligée de rester ici. Il n'y a pas d'autre endroit. Regardez ce que l'exil a fait à mon enfant. Il a des marques partout. Nous sommes venus dans le froid, sans couverture. Nous sommes complètement démunis. Livrés à eux-mêmes, sans aucune aide humanitaire, les quelques 900 000 déplacés de Gaza n'ont d'autre choix que de faire preuve de résilience. Face à cette situation catastrophique dans la bande de Gaza, plusieurs personnalités ont exprimé leur indignation. Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a condamné le carnage perpétré par les forces sionistes dans l'enclave palestinienne, estimant qu'il était inacceptable de réduire le nombre de morts à des dommages collatéraux. Il a déclaré que l'agression sioniste a eu des conséquences désastreuses et inhumaines et se dit frappé par la mort en martyre quotidienne de tant d'enfants dont la seule faute semble d'être née là-bas. Concernant la situation dans les territoires sahraouis occupés qui perdurent depuis un demi-siècle, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a réaffirmé l'engagement du HCR aux côtés des réfugiés sahraouis, ajoutant que le moment était venu pour les parties concernées de renouer avec la voie du dialogue et de la paix afin de parvenir à une solution durable et attendue depuis bien trop longtemps. Toujours à l'étranger, en France, après avoir nommé un gouvernement qui n'aura duré que quelques heures, Sébastien Lecornu dispose jusqu'à demain soir pour tenter de sortir de l'impasse politique. Le président français Emmanuel Macron lui a confié la mission de mener d'ultimes négociations avec les forces politiques en vue d'élaborer une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Une situation inédite qui illustre la fragilité du paysage politique français et les difficultés à dégager une majorité stable. 3 mois après les élections législatives. Meïssa Lebouala. Dissolution, présidentielle anticipée, la crise politique en France s'aggrave et le président Emmanuel Macron, qui a chargé le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de poursuivre d'ultimes négociations pour tenter de composer une coalition en moins de 48 heures, se trouve plus isolé que jamais. Le président français, qui semble déterminé à garder la main sur le pouvoir, est lâché par ses plus proches. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe l'exhorte à partir avant la fin de son mandat. Il lui a demandé d'organiser une élection présidentielle anticipée après l'adoption d'un budget pour 2026. Déjà la veille, Gabriel Attal, ex-chef du gouvernement, autrefois très proche d'Emmanuel Macron, avait lancé l'offensive, prenant sèchement ses distances avec le chef de l'État dont il ne comprend plus les décisions. Fidèles à leur rôle, les opposants, eux, continuent de dénoncer la crise politique inédite dans laquelle la France s'est enlissée depuis la démission surprise lundi du gouvernement Lecornu, qui aura duré un peu plus de 14 heures. 14h26 le gouvernement aura duré. Et je trouve que c'est un peu... c'est pas normal. Quoi ? Qu'est-ce qui va remplacer ? On s'interroge, on s'inquiète. L'inquiétude est là et la question reste entièrement posée. D'autant que les nouvelles tractations s'annoncent minées. Le ministre de l'Intérieur, démissionnaire Bruno Retailleau, qui avait provoqué la crise en menaçant de quitter son gouvernement pour notamment protester contre la nomination de l'ancien ministre de l'Économie. Bruno Le Maire a refusé de participer à la réunion mardi matin du socle commun. Alliance entre le centre et la droite qui a tenu bon an mal an depuis la dissolution de 2024. Fragilisé, le président français avait assuré qu'il prendra ses responsabilités en cas d'échec, faisant planer la menace d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée, divisée en 3 blocs sans majorité nette. La menace de censure est quant à elle toujours brandie par la gauche et le Rassemblement national. Les socialistes demandent pour leur part un changement de cap, avec l'arrivée d'un gouvernement de gauche à Matignon, auquel ils ne participeront pas en présence du parti de gauche radical LFI. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon demande la démission d'Emmanuel Macron en brandissant l'arme de la motion de destitution. Le parti d'extrême droite et ses alliés ont quant à eux l'intention de censurer systématiquement tout gouvernement jusqu'à la dissolution ou la démission. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie et à demain.